Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous. Il était une fois un livre retrouve pour notre dernière journée de la semaine Sam Cornell pour parler autour de son livre La collision des mondes, édité chez Livresse Éditions. Bonjour Sam Cornell. Bonjour à tous. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué de votre livre, enfin un thème dont on n'a pas encore parlé, qui est quand même bien développé, une histoire que vous avez bien développée, qui est l'histoire de la Nouvelle-France en Amérique, avec ses passages peu glorieux. Comme dans toutes les conquêtes et reconquêtes et pertes de colonies. Voilà, est-ce que vous pouvez de l'Acadie en dire un peu plus. Alors en fait, l'histoire de la Nouvelle-France, elle vient au travers de l'histoire de la famille Maleville. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est volontaire, ce serait en dévoiler probablement trop sur l'ouvrage. Donc la famille Maleville qui est évoquée juste succinctement dans le résumé au dos du livre, elle se retrouve au cœur de l'histoire. Elle se retrouve au cœur de l'histoire parce que parce qu'elle a un lien aussi avec les meurtres du début du livre. Oui, et ce fameux mécanisme d'Alazen, sans trop en dire, on a vu que on parcourait les siècles parce que cet objet passait de main en main, voilà, sans en dire beaucoup plus. Et conclusion, ça tombe bien, c'est la fin de la semaine, eh bien, on va s'intéresser un peu plus à cette famille Maleville, aux différentes générations d'une dynastie, on peut presque dire ça comme ça. C'était une famille d'ascendance noble française en Normandie, mais au XVIIe siècle, et qui, à l'époque de la colonisation, ou plutôt de l'installation de la France en Amérique du Nord, donc au Canada, eh bien s'est retrouvé à s'installer et à vivre là-bas, et les descendants ont vécu au Canada. Donc on vit l'histoire de la Nouvelle-France au travers de cette famille et des différents descendants de cette famille. Et au passage, on vit plus que l'histoire de la Nouvelle-France au travers de cette famille, puisque comme on traverse les siècles, on traverse plusieurs générations de cette famille, plusieurs personnes. Donc les gens qui aiment les dynasties, les longues familles, les histoires de famille, et d'ailleurs c'est un des titres intermédiaires, c'est Histoire de famille, ou de vieilles histoires de famille pour être précis. Là ils vont être servis. La famille Maleville, là ils vont la voir en long, en large et en travers. Et au passage, on suit un petit peu l'histoire, alors plutôt en voyage qu'en polémique, l'histoire coloniale française, puisque sera évoquée la Nouvelle-Orléans au passage, et puis l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est pendant un moment, où on va suivre aussi la famille Maleville. Donc ça donne un petit peu d'exotisme. Encore une fois, un petit peu d'histoire. On y apprend, j'espère qu'on peut y apprendre quelque chose sur notre passé, notre propre histoire. Voilà. Et donc, une grosse partie de l'histoire de Maleville, même si elle se termine en Asie du Sud-Est, et un passage non négligeable en Louisiane à la Nouvelle-Orléans. Donc ceux qui aiment cette atmosphère et ce lieu, cette ville un peu particulière, la ville et la région, parce que à la fois la Nouvelle-Orléans, il y a le vieux carré français avec ses balcons en fer forgé, et puis autour il y a les bayous. C'est toujours une atmosphère un peu plus brumeuse, étrange. Voilà, ils auront quelques passages à la Nouvelle-Orléans, mais il y a une part belle à l'histoire de la Nouvelle-France, qui sont nos cousins, en fin de compte, les Acadiens, les Canadiens. Oui, puis vous le dites, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la Nouvelle-France, elle part du Saint-Laurent et elle va jusqu'au Mississippi. C'est quand même pas c'est pas un petit territoire, quoi. Alors, c'est vrai, et
Et en fait, en termes géographiques, aujourd'hui, la Louisiane, dans le conscient ou l'inconscient collectif, c'est le petit État du Sud, voilà, autour de la Nouvelle-Orléans. Non, à l'époque, la Louisiane, c'était lié à Louis, le roi, et la Louisiane, c'était ce grand arc derrière les colonies britanniques. En fin de compte, les Français... ils ont fait un mauvais calcul parce que bon, ils pouvaient pas prendre les colonies britanniques qui étaient sur la côte, à moins de se taper encore une fois une guerre, enfin une énième guerre, et il y en a eu beaucoup entre les Britanniques et les Français à cette période-là. Ils ont décidé, voilà, ils sont partis au Canada, ils avaient le nord, et puis ils ont décidé de contourner les Britanniques. Donc ils ont fait un grand arc derrière les Britanniques, ce qui d'ailleurs inquiétait les Britanniques parce qu'ils avaient plus moyen d'aller vers l'ouest, puisque à l'ouest il y avait les Français. D'où les guerres d'ailleurs franco-britanniques. Sur le continent. Donc nous, on avait de grands espaces avec peu de personnes, et eux, ils avaient des petits espaces étriqués contre la côte avec beaucoup de monde. Voilà, ça a donné une situation un peu explosive. Au final, on sait ce qui s'est passé. Les Français ont perdu. Voilà, on a pris notre revanche avec Lafayette après avec les Américains. Mais bon. Donc c'est aussi l'occasion de nous parler des tuniques rouges, des tuniques bleues. C'est ça. Alors les tuniques rouges, là, c'est les Anglais, donc c'est pas forcément les gentils dans l'histoire de la Nouvelle-France, mais j'évoque certains sujets que je vais pas trop dévoiler, mais des sujets de l'histoire qui sont peu connus. On a évoqué tout à l'heure, voilà, quelques massacres liés à l'histoire de religion, mais il n'y a pas toujours besoin de religion pour que les hommes se massacrent entre eux. C'est une des raisons, c'est pas la seule. Je parle de la grande déportation, qui est un sujet que j'avais trouvé intéressant lorsque je vivais aux États-Unis, près de la frontière canadienne. Donc j'ai été plusieurs fois en Nouvelle-France, ça s'appelle le Québec aujourd'hui, mais en Nouvelle-France, et c'était des paysages et des villes magnifiques. Et j'avais découvert cette histoire de la grande déportation que j'évoque, et qui montre encore une fois que les hommes peuvent s'entretuer avec peu de raison. Et avec des moyens très pernicieux quand même. Hein. Vous évoquez cette technique-là de contamination par des couvertures données aux déportés, Exactement, qui étaient contaminés par la variole et qui a fait énormément de victimes. Victimes. Alors bien sûr, j'imagine que les historiens s'étripent aujourd'hui pour savoir si c'est sciemment, pas sciemment, conscient, pas conscient, volontaire ou pas volontaire, mais à l'époque du coronavirus, évoquer ces couvertures contaminées, c'est peut-être l'une des premières armes, probablement pas la première parce qu'il y en a eu dans les siècles précédents, mais c'était en tout cas probablement une arme bactériologique. Voilà, les déportés c'était une chose, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire, donc s'il y en avait la moitié qui arrive, c'était pas une mauvaise chose non plus, quoi. Mmh. Ça a d'ailleurs été utilisé contre les Indiens. Avant de parler de déportés, l'utilisation de couvertures contaminées a d'abord été utilisée contre les Indiens, les natifs, et avec beaucoup plus d'efficacité, puisque la variole Et là par les Espagnols à l'époque, du coup. Alors ça a été aussi par les Espagnols, et comme la variole ces souches de variole n'étaient pas présentes en Amérique du Nord, là les natifs en ont souffert assez sérieusement. Voilà, donc comme ça marchait bien, ça a été répliqué à d'autres endroits. C'était une technique efficace, donc donc on l'a réutilisée, quoi. C'est ça. Alors c'est aussi l'occasion, là encore, je dirais, de nous dévoiler pour ceux qui ne la connaissent pas, toutes ces guerres aussi avec les Indiens. Vous parlez des Iroquois, des Hurons, c'est vraiment tout un univers que vous faites revivre, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ni dans les romans ni dans les livres d'histoire. Il y a des pans comme ça d'histoire de la France qui passent complètement inaperçus, qu'on passe sous silence. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce qu'elles sont moins glorieuses. Elles sont moins glorieuses, elles sont assez complexes. Et alors, en fait, donc, la fameuse famille Maleville, historiquement famille de Maleville, hein, ils ont enlevé leurs particules à la Révolution pour mieux se fondre dans les survivants parmi les nobles. Donc la famille de Maleville, c'est un vicomté à l'origine dans l'histoire, enfin dans mon roman.
Donc le vicomte de Maleville faisait partie du régiment Carignan-Salière, qui est un régiment qui a réellement existé, qui était envoyé par la France pour coloniser le Canada. Voilà. On avait connu, enfin c'est connu depuis Saint-Malo, on n'en est pas très loin ici, Jacques Cartier, mais voilà, après il y avait, pour des raisons militaires, on a envoyé, c'était des militaires expérimentés, le régiment Carignan-Salière, et donc un militaire, le vicomte de Maleville, était là-bas. Et pour raconter l'histoire du vicomte de Maleville, je raconte forcément les guerres franco-iroquoises. Alors pourquoi ? C'est tout simple. En Amérique du Nord, il y avait beaucoup de tribus indiennes, natives, différentes. Et elles n'étaient pas forcément toutes copines les unes avec les autres. C'est important à savoir. Donc, comme les Français et les Anglais avaient un pied sur place, eh bien, chacun se faisait des alliés. Et voilà. Donc les Anglais, c'était les Iroquois, les Français, c'était les Hurons et les Iroquois ne se supportaient pas. Donc voilà. Donc il y avait des massacres entre les Indiens, il y avait des massacres d'Iroquois contre les Français, voilà, etc., etc. C'est raconté, j'espère, avec le maximum de véracité dans le livre, et ça permet d'initier toute la généalogie des Maleville qu'on va suivre jusqu'en 1920. Et puis aussi de donner peut-être des éléments de compréhension pour quelqu'un qui voudrait aller plus loin dans l'histoire, par exemple, de la Nouvelle-France. Ça permet c'est une initiation pour les lecteurs qui voudraient aller plus loin dans la recherche de cette page d'histoire, quoi. J'espère, et puis une invitation au voyage aussi, c'est-à-dire que on voyage au travers des siècles, on l'a évoqué au cours de cette semaine, et puis au travers des lieux, on est en train de le réévoquer. Voilà, le livre, il fait 700, c'est 4 épisodes, on l'a dit au début, donc il fait 700 pages. Donc, petite anecdote, la réédition, puisque le premier stock est parti, la réédition fait 666 pages. Est-ce qu'il faut y voir un symbole ? Je ne sais pas. Mais voilà, donc... un symbole du malin ? Je sais pas. Les gens l'interpréteront de la façon dont ils souhaiteront interpréter le livre. Et peut-être qu'à la fin, d'ailleurs, ils y verront des choses maléfiques ou pas. Ou rationnelles ou scientifiques, je ne sais pas. Mais chacun se fera son idée. Mais je le vois comme un voyage, en fin de compte. On voyage au travers de... Différents mondes, différents personnages, différents lieux, différentes époques. C'est une sorte d'odyssée. Alors je ne vais pas me comparer à Homère, mais voilà, c'est pas l'odyssée d'Ulysse, mais c'est l'odyssée du lecteur, j'espère. Du lecteur. En tous les cas, vous l'aurez bien compris, depuis le début de la semaine, j'ai essayé de reprendre certains thèmes développés dans le livre, mais c'était loin d'être exhaustif parce qu'il y en a d'autres. Mais bon, le format de l'émission veut qu'on est obligé de se restreindre en termes de temps. Donc, pour les auditeurs qui souhaitent en savoir davantage, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'exotisme, envie de voyager dans le temps, envie de voyager dans le monde, dans les familles, à travers les religions également, parce que voilà, il y a eu, comme on le disait, les cathares, les francs-maçons, les protestants, le vaudou, vous nous parlez du culte vaudou, et vous parlez même du chamanisme. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. L'histoire du monde est liée à l'histoire des religions. Beaucoup de grands conflits, le livre en parle, sont liés aux religions, y compris encore aujourd'hui. Donc, oui, mais ça fait partie des racines. C'est ça. On ne peut pas parler d'histoire sans parler de religion. C'était pas une volonté de parler de religion, mais on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et donc là, en fonction des régions où on se trouve, eh bien, vous nous permettez d'aller à la rencontre de différents types de religions. Donc, je rappelle le titre de votre livre. Donc, c'est La collision des mondes chez Livresse Éditions. Donc, ma dernière petite question, comme tout écrivain qui se respecte, j'imagine. Je me suis demandé s'il y aurait une suite à ce livre. Parce que la fin, pourrait laisser supposer qu'il
il y a une porte qui s'ouvre. Alors, c'est pas une obligation. Il se termine comme ça. Enfin, c'est plutôt que c'est une fin non... Elle n'est pas fermée. Voilà, elle n'est pas fermée. Je ne suis pas en train d'écrire la suite, un jour peut-être, mais le livre suffisant en lui-même, je ne suis pas certain. J'aime bien les fins avec des points de suspension, en fait, c'est ça qui est pas mal. Et la fin avec des points de suspension, elle est aussi pour laisser dans l'esprit du lecteur que de toute façon, comme l'homme n'apprend pas de l'histoire, erreurs, oui. Tout se répète en fin de compte. Donc voilà. Donc logiquement, c'est ce qu'on est censé interpréter à la fin. Ce qui fait que non, j'écris un autre roman. J'avais dit dans les jours précédents que c'était un carcan de tisser un roman de manière aussi étroite avec l'histoire réelle sur autant de pages. Donc j'ai voulu sortir un petit peu de cette contrainte. Je fais un roman d'anticipation, donc qui se déroule entre les années 2025-30 et 2150-160. C'est pas beaucoup plus gai que La Collision des mondes, mais au moins j'ai pu la limite de l'histoire, et j'espère aussi toujours prendre à contre-pied le lecteur, c'est-à-dire que je l'emmène dans des endroits qu'il semble connaître. Voilà, l'anticipation, on connaît, des mondes un peu pessimistes, voire post-apocalyptiques. Alors c'est pas une dystopie qui est un peu à la mode. Faut pas forcément voir ça comme une dystopie, peut-être post-apocalyptique, mais c'est aussi un mot qui est réducteur. C'est plutôt de l'anticipation. Les gens qui aiment Black Mirror, la série, pourront y retrouver un certain nombre de choses. Et puis, mais je les laisserai découvrir lorsque ce sera terminé. J'espère au premier tiers, voire au premier quart. Mais comme pour ce livre-là, je ne savais jamais quand la fin allait arriver, je ne peux pas vous dire quand la fin va arriver. Voilà, vous allez suivre vos personnages et vous verrez quand ils en auront marre. Exactement. Alors je sais où ils vont. Je commence toujours un livre en sachant la fin. Et puis les différentes étapes. Voilà. Donc je sais, par exemple, que je veux faire un trajet entre Paris et Marseille. Je sais que je vais arriver à Marseille, que je vais passer par Lyon et par Dijon. Après, je laisse mon imagination passer par les petites routes secondaires pour avoir un voyage intéressant. Donc peut-être que nous aurons le plaisir de vous réentendre venir nous présenter Avec plaisir. Ce prochain roman. Volontiers. Et en tous les cas, merci de nous avoir accordé ce temps, bien évidemment, de vous être rendu disponible. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Sam Cornell, La collision des mondes. Mais pourquoi avoir choisi l'Indochine ? S'enquit l'abbé. Je vois que le synode sacré s'est fort bien renseigné, m'étonnai-je. Assez bien, répondit-il. La métropole lui paraissait insipide. Il lui fallait une touche d'exotisme, un minimum d'exaltation. Ce nouveau terrain de conquête nourrissait parfaitement ses ambitions. Et le climat était en tout point comparable à celui de la Louisiane, chaud et humide, étouffant à souhait. Ils s'installèrent à Da Nang, sur la côte est de la péninsule indochinoise. La marine impériale contrôlait cette tête de pont depuis la décision de Napoléon III d'établir une colonie sur les rives du Mékong. À leur arrivée, une quinzaine de serviteurs zélés entreposèrent les malles de Ferdinand dans la nouvelle propriété familiale, une spacieuse bâtisse en bois sur les hauteurs de la ville. Construite autour d'un large patio, les pièces y étaient très aérées. Une plateforme de bois à moitié couverte ceinturait la demeure, offrant une vue imprenable sur la baie. À cette distance, les jonques et les 3 mâts barques ressemblaient à de petites maquettes. De l'autre côté, on y contemplait des chaînes de collines qui se superposaient dans les épaisseurs de brume. Sur leurs flancs verdoyants, de larges cônes de lataniers dodelinaient frénétiquement. Les chines courbées, une myriade de paysans cultivaient les rizières qui s'empilaient sur les coteaux. Niaomé Ling, une gouvernante venue de Hanoï, s'occupait de la maison et préparait les repas. Cette petite asiatique d'une 40aine d'années rassemblait ses cheveux poivre et sel en un lourd chignon.
Elle avait appris le français auprès des premiers colons et, malgré quelques imperfections, elle maîtrisait assez bien notre langue. Son accent pincé et ses petits yeux en amande amusaient François. Quant à Ferdinand, il l'appréciait pour la pointe d'exotisme qu'elle apportait à cette grande maison vide. Dans le salon, elle avait disposé de nombreuses cages sphériques où batiffolaient des volatiles bigarrés. Ils rivalisaient de lyrisme et leur chant mélodieux envahissait dès le matin l'atmosphère des lieux. Chaque soir, elle préparait un sublime thé au jasmin qu'elle cultivait dans le jardin. À Da Nang, l'existence était paisible et reposante. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque Ferdinand s'ennuyait fermement. C'est paradoxal. En fait, dans cette contrée isolée du reste du monde, il se sentait perdu. Car en Indochine, le nom des Malvines ne sonnait plus comme avant. Et il n'avait plus autour de lui cette société bourgeoise qui l'aidait à tisser des relations profitables. On y retrouvait seulement quelques amiraux qui discouraient de leurs conquêtes passées, omettant toujours leurs désagréables défaites. Certes, la nouvelle colonie française était bien la terre d'opportunités imaginées. La compagnie Malville pouvait y prospérer convenablement. Mais la diriger n'avait plus la même saveur. Cela ne lui occupait plus suffisamment l'esprit pour éloigner les peines qu'il n'avait su guérir. Pour tenir, il tenta de porter son attention sur son fils. À l'âge de 12 ans, François était déjà un adolescent prometteur, curieux de tout et fort discipliné. Privilégiant les moments passés ensemble, père et fils devinrent très complices, aimant à discuter jusque tard dans la soirée. En 1868, Ferdinand expédia François à Paris pour y poursuivre ses études. C'était assez désastreux car la solitude qui s'ensuivit l'isola de la société. Et il perdit goût à la vie. Lorsque 9 ans plus tard, son fils revint s'installer auprès de lui, Ferdinand n'était plus que l'ombre de lui-même, un homme plongé dans une profonde mélancolie. Que lui était-il arrivé ? Disons qu'il aimait un peu trop chasser le dragon. Chasser le dragon ? Le brusque changement de rythme en Asie raviva les vieux souvenirs de la Nouvelle-Orléans. Ils refirent lentement surface pour le hanter chaque nuit, provoquant d'effroyables cauchemars où il revivait l'accouchement de son épouse ou les noirs vomissements de sa grand-mère. Après avoir perdu les 3 femmes de sa vie, il avait déjà connu quelques faiblesses avec certains alcools que transportait la compagnie. Mais à Da Nang, il entretenait une liaison avec l'opium, une maîtresse plus insidieuse. Ce produit abondait en Orient depuis le bras de fer gagné par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France contre la Chine. La seconde guerre d'opium l'avait définitivement légalisé et il débarquait en Asie à pleine caisse. Puis il fut cultivé intensivement sur les contreforts des collines. Voyant le bénéfice qu'elle pouvait en tirer, la France en fit un monopole d'État. À lui seul, son commerce assurait le budget de la colonie. Malville avait sans réfléchir suivi tous ses compatriotes dans ce négoce très lucratif. Les Occidentaux n'y voyaient que leur profit, des montagnes de billets qui masquaient les ravages causés chez des milliers de Vietnamiens, Laotiens ou Cambodgiens. L'opium plongea des nations entières dans l'apathie générale. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.